Dégraisseurs, qu'on est très fiers de porter et qu'on est très heureux de jouer pendant ce festival 2013 au Bourgneuf. Ça a du sens, un double sens. Dominique vous expliquera aussi pourquoi tout à l'heure. Voilà, un petit rendez-vous un peu informel, mais malgré tout important autour de cette 100e. On a la chance d'avoir Francis Castella, le maire de Sainte-Colombe, qui est avec nous, Patrick Grégoire, auteur et metteur en scène de la pièce. Et voilà, on va vous parler un petit peu du spectacle. Il y a aussi des gens qui ont travaillé à l'usine. On va vous présenter un peu aussi l'exposition des gens qui ont été interviewés. Marie-Hélène. Non, bah plus tard. Marie-Hélène. Donc voilà, et puis après, voilà, un petit pot tous ensemble pour discuter, voilà, tout simplement, autour de cette 100e de Métallo et Dégraisseurs. Je te laisse un petit peu la parole. Un instant pour... Qu'est-ce que les gens en face? Non. Tu vas très bien savoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est vrai que je suis très heureux et même très ému d'être parmi l'acteur et metteur en scène. Nous nous sommes déjà côtoyés il y a quelques temps déjà, puisque la première s'est faite à Sainte-Colombe et on en était très fiers, bien sûr. Très fiers à plusieurs titres, parce que pour Sainte-Colombe, l'usine, je mets des guillemets au sens, dans ce mot-là, parce que l'usine, c'est fondamental. C'est sur un village qui aujourd'hui a 1000 habitants, à une époque pas très longue. Donc vous imaginez ce que ça peut représenter par rapport à une commune à l'époque qui faisait 1200, 1300 habitants. Donc cette usine était fondamentale, mais pas depuis, j'allais dire, 1970. Hein. C'était déjà depuis l'époque de Marmont, donc, qui est un maréchal d'Empire, qui a hérité d'une seigneurie, celle de Sainte-Colombe, et qui avait hérité aussi d'une forge. Et donc ce maréchal Marmont a développé, par le biais des conquêtes napoléoniennes, il a eu contact avec un certain nombre de techniques qui étaient utilisées notamment en Angleterre, les a ramenées sur Sainte-Colombe, et puis bien sûr il y avait 2 hauts fourneaux sur le village, et puis les forges qui se sont bien sûr très développées pendant la deuxième partie du 19e. L'apogée, on va dire, c'était 1870, 1880. Et après est arrivée la Lorraine. Donc le premier choc dans la sidérurgie chez nous, ça a été l'arrivée de la Lorraine, le minerai de fer et le charbon sur place. Donc après, donc Sainte-Colombe a vécu un peu un déclin, mais a quand même gardé ses 600 salariés, je vous dis, jusque dans les années 70. À l'époque de Marmont, c'était quand même environ 1500 personnes qui travaillaient sur le site de Sainte-Colombe. Et j'expliquais ça tout à l'heure à quelqu'un, en disant que pour travailler la fonte et en faire ce qu'on appellerait aujourd'hui de l'acier, mais ce n'était pas tout à fait encore de l'acier à l'époque, ils travaillaient en gros 18 000, 20 000 tonnes de fonte. Et pour produire ça, un haut fourneau produisait 250 tonnes par an. Donc vous imaginez la sous-traitance qu'il y avait derrière, donc le nombre de hauts fourneaux sur toute la région châtillonnaise, mais aussi jusque dans la Haute-Marne, et toutes les régions où il y avait du minerai de fer assez facile à extraire. Donc toutes ces régions-là travaillaient pour Sainte-Colombe. Donc ça faisait en gros 2500 personnes qui travaillaient en sous-traitance pour les forges de Sainte-Colombe. Vous voyez l'importance que ça peut représenter sur un bassin d'emploi comme chez nous. Et puis maintenant, bon, voilà, on peut saluer quand même le pourquoi de la pièce derrière toute l'histoire que je vous raconte. C'était très intéressant, c'est Raphaël qui est là-bas au bout, qui a donc enfant de Sainte-Colombe et enfant de Métallo de Sainte-Colombe, et qui depuis des années se dit que ce serait quand même intéressant d'avoir un peu la mémoire de tout ce qui a été vécu, dit, etc. Et qui a recueilli tout ça et qui en a fait, par le biais de Patrick Grégoire, une pièce que je juge formidable parce que justement, elle est universelle, elle peut parler à tout le monde, mais elle est aussi vraiment de l'histoire locale parce qu'il y a des anecdotes qui sont typiques sur les surnoms, sur des choses comme ça, c'est vraiment du local, mais c'est aussi quelque chose d'absolument universel. Et ce déclin, cette désindustrialisation qu'on a vécue en France, on va dire depuis quand même quelques décennies,
Elle fait mal partout dans le secteur de la sidérurgie. C'est vrai que les ouvriers représentaient quand même plus de 50% de la population active il n'y a encore pas très longtemps, même encore dans les livres de géographie on le trouve encore écrit, alors qu'aujourd'hui la population active c'est pas le quart de la population qui est représentée par la culture. Donc on voit ce déclin et on le vit bien sûr de l'intérieur. Et imaginez ce que ça peut représenter pour un secteur rural. 106 communes représentent 20 000 habitants. Donc la plus grande ville c'est Châtillon qui fait 5 000 habitants, un peu plus de 5 000 habitants, Saint-Colombe un peu plus de 1 000 habitants. Et tous les autres villages c'est 100, 200, 300 habitants. Et donc 106 communes, ça fait 60 km d'un point à l'autre, sur on trace un carré, dans le nord de la Côte d'Or. Donc vous voyez que la population est quand même très faible et on dépend aussi, bien sûr, du monde industriel. On a plusieurs industries sidérurgiques sur le secteur, mais on a aussi l'industrie de la pierre. On fait beaucoup du dallage et on a l'industrie du bois, parce qu'on a beaucoup de forêts. Et peut-être bientôt un parc national de forêts feuillues qui sera sur notre secteur. Donc voilà un peu l'économie du local. Donc je sais qu'il ne fallait pas que je sois trop bavard et il faut éviter de mettre les sous dans le jukebox, ça dure longtemps, donc j'arrête. Et donc je souhaite vraiment une longue vie à CSPS, Métallo et Dépresseurs, bien sûr aux acteurs. Mais parce que je trouve que vous avez, vous rendez toujours, parce que je l'ai vu encore aujourd'hui, vraiment c'est un plaisir immense de voir comment vous avez rendu, comment vous avez donné toute cette succession de générations de métallos, vous leur avez donné une vie, une âme, et je dis chapeau aux acteurs, mais aussi de metteurs en scène, l'écriture et la mise en scène, excellent, et je dis bravo, bravo, et merci pour toute cette émotion et les sentiments qui viennent derrière, et puis tous les liens qu'on a tous ensemble. Et je souhaite revenir pour la 1e, c'est ça? À bientôt. Alors moi j'ai pas eu de chance dans la vie déjà parce que je suis né à Châtillon-sur-Seine, pays bourgeois. Je suis le seul de la fratrie à être né à Châtillon. Mes frères et sœurs sont nés à Sainte-Colombe, exactement au relais de Gros Cul, donc qui était un des bâtiments d'usine. Et mon père, notre père était métallo, il était d'une famille de 15 enfants, dont beaucoup ont travaillé à l'usine, notamment un de mes oncles qui a travaillé 49 ans plus 9 mois à l'usine, quand même, c'est des performances. Et puis ma sœur qui a travaillé à l'usine jusqu'à encore il y a quelques années, qui elle empilait les chiffres à partir de 2009-2008 pour Monsieur Mittal tous les soirs, c'était son métier à l'usine de Sainte-Colombe. Et toujours quand on faisait les repas de famille, l'usine, on aime à dire ça avec Patrick, que l'usine s'invitait toujours à table, parce qu'on parlait toujours de l'usine, et notamment dans les repas de famille, avant que ça se regarde sur la politique, bien évidemment, on évoquait toujours l'usine, mais surtout à travers les surnoms, ces fameux surnoms, parce qu'il y avait plein de surnoms à l'usine de Sainte-Colombe, parce qu'il y avait des familles tellement nombreuses qu'il fallait pour les reconnaître, chacun avait un surnom. Alors il y avait, bon, vous avez entendu, il y avait le grotte, il y avait le canard, il y avait le chapeau de tôle, le coupe-boulon, il y en a un qu'on appelait la paillote. La paillote, parce qu'il racontait toujours, dire oh ben moi, tu sais, quand j'ai fait l'Indochine, ils m'ont parachuté au-dessus de la forêt, comme ça, ils m'ont largué. J'ai descendu tout droit, comme ça, à travers la forêt, j'ai traversé le toit de la paillote, et mon vieux, je suis arrivé assis sur un banc, j'ai commandé une bière. La paillote, j'ai toujours des histoires invraisemblables. Et au départ, je fais du collectage depuis une trentaine d'années, puis j'ai collecté partout dans la région, dans le Morvan, notamment autour des musiques et des histoires. Et je me suis dit, merde, je vais chercher bien loin ce que j'ai chez moi. Et un jour, je me suis dit, il faut absolument changer sur tous ces gens-là, parce que chaque personne qui décède dans la famille ou à Sainte-Colombe part avec un petit bout d'usine. Alors, j'ai dit, voilà, il faut qu'on fasse quelque chose. On avait parlé avec Patrick, il m'a dit, non, on ne va pas rester sur les surnoms, enregistre donc les gens sur leur vie. Et pour ça, on ne peut pas faire comme ça de but en blanc, donc il faut des alliés. Notre allié, c'était où c'est qu'elle se cache, la Dédé. La Dédé rouge qui était la première reine des métallos de Sainte-Colombe. Je dis Dédé, écoute voilà, il faut que tu me trouves un gars qui a travaillé à la grillagerie, un gars qui a travaillé à la couterie, un gars qui a travaillé à la câblerie, un ingénieur, il n'y a pas de problème. Donc c'est elle qui me faisait mon agenda, qui organisait tout. Bon. Et voilà, on a enregistré, tiens, la Paulette. La Paulette,
Et ça tombe, je me sens tête, ça allait tomber. La Paulette, c'est une cousine à nous. J'avais enregistré elle et puis son mari, mais son mari est là, c'est mort avant le spectacle. Il a 1 gramme de plomb dans le sang, il est mort plombé, lui, un vrai. Et la Paulette, elle était embauchée chez un agriculteur. Ah oui. Vous vous souvenez? Voilà ce qu'elle nous a livré. Moi, je suis l'aînée. J'ai grandi depuis, mais on ne m'a pas trop montré. J'ai eu mon certificat d'études en ne perdant quasiment pas de cheveux. Ma maîtresse aurait aimé que je fasse des études, ça a fait rire tout le monde. Comme il n'y avait pas de place à l'usine, je suis entrée comme bonne chez un ingénieur. Et moi, j'avais intérêt de les savoir, les sous-préfectures, hein? Toi d'abord, c'est pas pareil, t'es l'aîné, puis tu dois montrer l'exemple. Et puis une fille, elle peut se retrouver n'importe quand dans un bureau. Alors là, les sous-préfectures... À propos, ça va comment ton boulot chez l'ingénieur? De pire en pire depuis que la belle-mère est là. Elle a pété dans la soie parisienne, alors vous me ferez le plaisir, mademoiselle, de vous adresser dorénavant à ma fille, à la 3e personne du singulier du présent. 3e personne du présent. C'est utile le certificat pour une fille. Ah, c'est sûr, ça permet de dire le thé de madame est servi. Le thé de madame est servi? Pour lui parler comme ça? C'est la 3e personne du singulier du présent. Oh ma merde. Le plaisir de voir m'amuser avec lui depuis que la belle-mère est là. Prendrez-vous votre petit déjeuner dans votre chambre ou au salon, monsieur? Ils sont vraiment cons. Et quand il déjeune, je dois attendre dans la cuisine que madame agite la clochette. Quand madame agite, j'accoupe, je dessert, je sers le plat suivant, je disparais dans la cuisine. 2 heures libres le dimanche matin pour aller à la messe, c'est tout ça payé au lance-pierre. Oh, il y a des coups de faucille et de marteau dans la gueule qui se perdent. Hein. Monsieur, non, vous n'applaudissez pas chaque fois parce qu'il y a un spectacle à côté puis il ne faudrait peut-être pas les déranger. Monsieur Caron, lui, quand il était en vacances, il feuilletait le Figaro, il était à Cannes, il feuilletait le Figaro, il m'a dit un jour j'ai vu une annonce où ils embauchaient à l'usine de Sainte-Colombe. Alors je me suis présenté. Voilà, j'arrive ici après une première expérience d'assistant direction à l'usine de Vierzon. En ma qualité de responsable du tréfilage de l'acier doux, j'ai aidé les dirigeants à adopter une vision plus mathématique du tréfilage. J'ai ensuite complètement réorganisé la section tréfilage cuivre à l'usine de Gemont, à la frontière belge, avec une centaine d'ouvriers sous ma responsabilité. Hier, j'ai visité votre chaîne de tréfilage d'acier dur. Et je dois avouer que j'ai été surpris, pour ne pas dire choqué par l'archaïsme de vos méthodes. Il serait grand temps d'appliquer à vos chaînes des principes mathématiques qui vont rationaliser la production. Le père Kovac, lui, il était syndicaliste et puis tous les ans, avec les syndicats, tous les syndicats, donc la CGT, il montait à Paris au conseil d'administration, siège social, et en mai 68, il y avait un conseil d'administration, ils y sont allés, et c'était plus fort qu'eux, il a fallu qu'ils aillent traîner un petit peu dans le quartier latin, puis à la Sorbonne, et puis... Ah ben non, c'est pas lui. Là, aide-moi Michel. Là. Là. Et... on arrive à la Sorbonne. Oh, comment qu'il s'appelait déjà l'autre celui-là. Lui causait, puis je comprenais qu'une seule chose, c'est qu'il voulait revancher le pays, qu'il avait besoin de nous. Mais nous, on ne voulait pas tout revancher, on voulait seulement être augmenté. Ça causait dans leur Sorbonne. Ils étaient habillés avec des chapeaux, des insignes, des vrais épouvantails. C'est celui qui gueulait le plus fort là-dedans. Aux grands mots, les grands remèdes, ils gueulaient. Vu les grands mots qu'ils employaient, je me suis dit qu'il devait être sacrément malade quand même. Et puis lui, Pierre Sereau, c'était une grande famille et il nous a raconté le moment où ils ont dû évacuer. On était partis à pied. Moi, je serais bien restée, hein, mais on avait ordre de partir. Et puis, toutes ces rumeurs sur les Allemands qui violaient les femmes, coupaient des mains. On est partis avec les 13 gosses et la charrette. On a passé une première nuit dans une forêt, à la Belle Étoile. On a pris la route de ce mur jusqu'à un petit pays, champ d'oiseaux. On est resté 2 jours dans une grange, sans rien becter. Et puis, les Allemands sont arrivés. Alors, puisqu'ils étaient là, pourquoi aller plus loin? On est rentrés. Ils avaient libéré les prisonniers de Clairvaux pendant la débâcle. La maison, vandalisée. Ils avaient tout emporté. Sauf le coq. Il faisait cuire. Des Français faire cuire notre emblème. Eh bien, ça sert à ça, la guerre. À faire manger l'emblème du travailleur par le droit commun. Allez, zou. Ça, c'est tout à fait le Ah. Et puis il y a l'usine. Plus ils m'enlèvent du sang, plus ils veulent du tonnage et encore du tonnage. Et pour avoir du tonnage et encore du tonnage, ils font tourner mes machines plus vite. Oh, trop vite.
Alors il y a de la perte, il reste déjà si peu de mois. Si en plus on m'interdit la qualité, c'est comme si on m'opérait de la fierté. Avant c'était de la faute au marché commun. Maintenant, c'est de la faute au marché émergent. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que c'est peut-être bien le début de la fin pour Mittal. La résistance de Gandrange. Ah ouais, tous ces braves gars, tous ces braves ouvriers qui se mettent en grève. Allez les gars, en grève. Et puis, si Gandrange ça suffit pas, eh ben, il y aura Florange. Et alors là, à propos, je vous lis un petit mot d'Édouard Martin que nous avons reçu cette nuit, et les gars de Florange et de Gandrange qui auraient dû être avec nous aujourd'hui. Et voici ce qu'il nous écrit. Bonjour à tous. Juste un petit mot pour vous dire combien nous sommes désolés de ne pouvoir être à vos côtés aujourd'hui. En effet, nous sommes toujours en lutte pour obtenir des garanties pour nos collègues de Gépor, filiale ArcelorMittal qui ont perdu leur emploi suite à la fermeture des hauts fourneaux. Les négociations s'enlisent et nous devons maintenir la pression pour que chacun puisse avoir un avenir digne de ce nom. Néanmoins, nos pensées vont vers vous tous, vous qui avez si bien su mettre en scène le combat digne des métallos, mais aussi de tout le monde ouvrier qui souffre, souvent en silence. Et vous êtes un peu leur porte-parole. Vous démontrez, si besoin en était, l'importance et la grandeur de la culture pour faire avancer la société. Vous êtes notre pavé. Merci. Merci pour nous. Merci pour tous ceux qui n'ont pas la possibilité de se défendre. Merci pour tous les sans-voix. Vive la culture engagée. Vive le Festival d'Avignon et tous ses festivaliers, et vive la compagnie Taxi Brousse. Nous espérons nous revoir à Florange et vous voir jouer cette pièce dans nos locaux, à la Passerelle par exemple, haut lieu de résistance citoyenne. Nous vous disons à très bientôt, tout ça n'est pas terminé, que le spectacle commence. Une énorme pensée de tous les ArcelorMittal de Florange, et encore merci, ne lâchez rien. Édouard Martin. Voilà, je laisse la parole à Patrick Grégoire, auteur et metteur en scène de Métallo et Dégraisseurs. Qu'est-ce que je prends, Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout le reste. Ça va pas être facile. Non, il faudrait beaucoup de temps, mais il n'y en a pas beaucoup, alors je vais essayer de résumer. On m'a... C'est de la faute à Raph. Raph m'a livré, il y avait 30 heures, donc 40. Donc voilà, je me suis retrouvé avec 40 heures d'enregistrement. Donc d'abord, il faut écouter, ensuite il faut transcrire, et puis une fois qu'on a tout ça, qu'en faire parce que ça part dans tous les sens. Donc il y a des choses intéressantes, mais aussi beaucoup de choses qui sont moins. Donc en fait, le gros avantage, quand on travaille comme ça sur des enregistrements, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec monsieur, c'est que il y a forcément une véracité. S'il y a autant de gens qui nous disent « moi je connais ça », il y a une espèce de justesse dans la parole parce que j'ai vécu ça et je m'y trouve. Là c'est tout simplement parce que j'ai repris les paroles des gens. Donc ça c'est le gros avantage. Après, si on veut créer un spectacle, on ne peut pas se contenter de mettre des paroles les unes ou les autres. Donc il faut avoir évidemment un point de vue. Donc là, on est dans une recherche haute, qui est une recherche historique, une recherche philosophique. Comment on fabrique la débandade de, j'allais dire la métallurgie, mais non, pas la métallurgie, l'industrie française. On en voit ailleurs, parce que tout le monde est, tout le monde est dans les mêmes problématiques en ce moment, comment il y a des pertes de sens à tous les niveaux. Donc il s'agit de parler de ça. Donc d'essayer d'inscrire ces paroles individuelles dans une pensée plus générale, et puis faire en sorte aussi que ce ne soit pas des gens, c'était le risque qu'on pouvait avoir par exemple avec les surnoms, que ce ne soit pas une parole de gens de Sainte-Colombe qui s'adresse à des gens de Sainte-Colombe, mais que ce soit une parole universelle. Il y a une phrase qui est très connue, qu'on emploie de moins en moins, j'aime pas trop, mais je la trouve tellement juste que moi elle me sert vraiment de référence quand j'écris.
c'est cette fameuse phrase qui dit l'universel, c'est le local moins les frontières. Et je trouve que dans ce que j'avais en enregistrement, il y avait tout. Il y avait le local, il y avait les frontières, mais il y avait aussi des choses qui échappaient. Donc il s'agissait de tréfiler, puisqu'on est là-dedans, des paroles qui nous emmènent en permanence vers l'universel, effectivement, à partir de ces cas bien précis, de façon à trouver à la fois cette parole qui est une parole individuelle et qui peut être une parole juste, mais que cette parole fasse résonner d'une manière un peu plus universelle. Qu'on soit, c'était, par exemple, j'aime beaucoup aussi ce qu'on dit sur Shakespeare. La qualité de Shakespeare, c'est que c'est une parole individuelle qui s'inscrit, les gens, les héros de Shakespeare sont toujours confrontés individuellement à des problèmes politiques. Donc la parole individuelle s'inscrit dans la parole politique. La parole politique elle-même s'inscrit dans l'histoire. Donc on a des plans de lecture, chez Shakespeare en plus on peut rajouter une métaphysique, mais on a comme des plans de lecture extrêmement différents, on passe de l'un à l'autre, fait qu'on a une richesse d'écriture très forte. Alors donc j'ai essayé, quand j'ai écrit Mikalo, de m'inspirer à la fois de cet universel, de ce local sans frontières, et puis de cette façon dont Shakespeare mêle comme ça des plans différents pour créer ce que vous avez vu globalement. Voilà. Ouais. Et puis après la mise en scène, ça c'est autre chose. Mais je sais pas si. Je pense que c'est mieux s'il y a des gens qui ont des questions directes après avoir présenté ça pour dire un peu général. Reste à écrire le dégraisseur. Comment? Reste à écrire le dégraisseur. Les dégraisseurs, on les voit quand même. Oui, bien sûr. Mais t'as 10 ans la suite après. C'est encore plus dégraissé. Oui. Mais peut-être qu'il y aura des choses avec Florange. Il y aura peut-être plus grand. Et quand même, il y a une chose que je voudrais dire, j'en ai parlé à midi justement. Alors je vais le faire. Alors on n'est pas dans la télé-réalité parce que j'ai un peu horreur de ça quand même. Mais quand même, le plus beau spectacle, le plus beau compliment qu'on me fait sur ce spectacle, c'est Francis. Il ne le sait pas. Mais si je dis ça, c'est parce que ça va loin dans l'impact du spectacle. Un jour, c'était à Sainte-Colombe, Francis m'a dit à la fin d'une représentation, vous nous avez rendu notre fierté. Et je trouve que j'aimerais bien que ça serve à ça aussi, le théâtre. C'est-à-dire faire en sorte que ce ne soit pas un théâtre d'un certain cercle qui s'adresse à un certain cercle en ignorant absolument superbement tout ce qui ne fait pas partie de ce cercle, mais que ce soit quelque chose qui revienne vers les gens en général, les gens. On a dans notre région une compagnie qui s'appelle la Compagnie des gens. Je trouve ça c'est très très beau politique parce qu'on est dans cette problématique-là. Et le fait d'entendre ça, le fait d'entendre la lettre d'Édouard Martin, je trouve que ça nous raconte tout ça et que moi je suis content et fier de ça, justement, sur ce spectacle. Un dernier petit mot, parce que effectivement, Métal de dégraisseur depuis le début du mois au Bourgneuf, et qu'on est vachement content d'être au Bourgneuf, que c'est jamais très simple d'organiser une campagne avignonnaise pour une compagnie, mais que de son côté, c'est jamais très simple pour certains lieux de pérenniser leur existence, et puis que voilà, on est sensibilisé sur une difficulté particulière que traverse le Bourgneuf. Et Dominique, voilà, c'est aussi un combat, c'est aussi une lutte, et il faut qu'il y ait de la place aussi pour ça, Dominique.